Thibaut pour ce deuxième épisode de Culte. Comment ça va? Bonjour à tous, oui, moi ça va très bien. Hello. Ça va très bien aussi, content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la littérature belge francophone, avec par exemple, on a quand même une belle petite liste d'auteurs à passer en vue aujourd'hui, mais on va aussi pas oublier la collection Espace Nord. Et là, je sais par exemple, Type, toi, tu t'y connais pas mal. On en discutait un peu hors ligne. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Espace Nord? Oui, en fait, Espace Nord, je trouve qu'on ne peut pas parler de littérature belge francophone sans parler de Espace Nord, qui est en fait une collection de livres de poche qui a été fondée dans le début des années 80. Alors, en partenariat avec la communauté française. Donc c'était les éditions Labor qui possédaient au départ et qui géraient un peu tous ces titres. Et puis bon, ça a eu une existence un peu mouvementée puisque Labor a fait faillite. Ça a été repris brièvement par Luc Pire qui s'en est un peu débarrassé 2 ans après, donc aux alentours de 2008-2010. Donc aujourd'hui, Espace Nord, la collection, elle est co-gérée, on va dire, par la communauté française devenue Fédération Wallonie-Bruxelles et les éditions des Impressions Nouvelles, ainsi qu'un collectif qui s'appelle Kern.info. Et donc voilà, après une existence un peu mouvementée, c'est qu'ils rééditent maintenant plusieurs titres par an. Et donc aujourd'hui, ils ont quasiment 400 titres. Et le but, c'est un but patrimonial en fait, finalement. Donc ça réédité en poche, ça c'est important, l'aspect poche, des titres majeurs d'auteurs belges francophones. Donc au début, on avait des auteurs plus classiques, on va dire, donc Maurice Maeterlinck par exemple, Marie Evers, Stanislas André Steeman, Émile Verhaeren, voilà, Henri Beauchot, des noms comme cela. Et puis, évidemment, au fil du temps, ça s'ouvre à des auteurs aussi plus contemporains. Donc on retrouve là-dedans pas mal de titres de Jacqueline Hartmann par exemple, Colette Nice-Mazur, André-Marcel Adamek, Thomas Gunzig qui a aussi au moins un titre. Et voilà, donc très belle collection finalement. Ça permet de aussi parfois redécouvrir certains auteurs puisque des titres parfois qui disparaissent du catalogue des maisons d'édition, qui ne sont pas réédités en poche, et ben là justement c'est l'occasion parfois d'en redécouvrir. Et alors tu disais donc tout à l'heure dans l'émission que pour un auteur donné, donc déjà tous les auteurs belges ne font pas forcément partie de cette collection parce qu'il y avait quand même une sélection particulière. Donc... Oui, tout à fait. Donc il y a un genre de comité de sélection, on va dire, qui reprend des experts, des gens qui donnent cours à l'UNIF par exemple et qui ont fait des études littéraires. On retrouve notamment des gens parmi ceux-là aussi qui éditent parfois, qui écrivent un petit dossier à la fin des volumes. Parce que ça c'est aussi un autre point dont je n'ai pas parlé jusqu'ici. Donc la plupart quand même des volumes reprennent un petit dossier pédagogique, on va dire, ce qui fait que Espace Nord travaille beaucoup avec les écoles aussi, évidemment. Et ce dossier pas très long, une vingtaine ou trentaine de pages, donc ça reste assez abordable aussi. Et ça rentre un peu dans l'ambition de créer un véhicule de connaissances, quoi. Enfin, faire connaître finalement beaucoup d'auteurs. Exactement. Et tu disais donc les exemples d'auteurs qui en font pas partie mais qui sont connus, par exemple Amélie Nothomb qui n'était pas dedans. Amélie Nothomb, c'est vrai, on pourrait dire ça finalement. Il y a aussi, j'imagine, peut-être une question de droit à payer. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en fait, Amélie Nothomb finalement est déjà édité en poche. Mais c'est le livre de poche, je pense, qui réédite ces titres. Donc, on les trouve déjà aussi facilement d'une certaine manière. Je pense que, si je prends les auteurs plus récents, je pense Colette Nice-Mazur, par exemple, c'est pas quelqu'un qui est, je pense, réédité en poche. Dernièrement, je regarde un peu la liste des derniers titres. Il y a même des gens finalement que je connais pas. Simon Leys, par exemple, lui, il est mort il y a pas si longtemps que ça. Pas sûr que tu retrouves beaucoup de ses titres en poche. Nicolas Ancion, je pense pas qu'il soit très édité en poche. Corinne Hooks, pareil. Je cite des noms que je connais un peu. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Oui, au final, ça sert vraiment de soutien aux écrivains locaux. Du coup, quelqu'un comme Nothomb n'a vraiment pas besoin. J'imagine qu'elle est de toute façon tout le temps sur le devant de la scène. Ça pourrait leur poser la question. Peut-être que je pourrais me documenter un peu plus sur le sujet, mais en tout cas, c'est l'hypothèse que j'aimais. Et puis, ça permet aussi d'éviter qu'ils tombent dans l'oubli, parce que je vois quand même pas mal de titres qui ne me disent pas grand-chose, mais qui restent en vie grâce à cette collection. Ils peuvent peut-être revivre finalement. Je pense tout à fait. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de Maurice Carême. Oui, absolument. Ouais. Maurice Carême, finalement, c'est des poèmes qu'on apprend un peu à l'école primaire. Et il est un peu tombé dans l'oubli finalement. Et donc, c'est le numéro 361. Il y a eu la volonté de rééditer ces 99 poèmes. Et donc ça, c'était vraiment il y a quelques années. Il y avait eu un événement d'ailleurs à la foire du livre qui en parlait. Et voilà, en fait, Maurice Carême, c'est les petits poèmes dont on se souvient à l'école. Mais il a écrit quand même des poèmes aussi parfois avec peut-être un peu plus d'ambition. Et voilà, l'idée de faire revivre, surtout qu'il y a un fonds Maurice Carême aussi qui soutenait un peu la démarche. Et je vois qu'il y a eu finalement aussi un autre titre de lui qui a été publié quelques numéros plus tard. Voilà, c'est des écrivains finalement un peu au purgatoire, à côté de plus récents aujourd'hui, qu'on peut redécouvrir finalement. Oui, c'est intéressant. Quelqu'un comme Yourcenar, par exemple, tu sais si... j'imagine qu'elle a ses éditions, doit être chez Gallimard, je crois. Donc, je ne sais pas s'il est considéré comme écrivain belge. Parce que sa mère est belge, mais elle est
française, elle avait la nationalité américaine. Hein. Elle avait pris la nationalité américaine vers la fin de sa vie. Donc, tu vois, c'est comme, je pense qu'ils reprennent vraiment des Belges. Eric Emmanuel Schmitt, qui a pris la nationalité belge tard, je pense pas, de nouveau, lui, il n'en a pas besoin. Mais je suis pas sûr que tu le retrouverais. D'accord. Alors que tu disais que Siménon, par exemple, en a quelques-uns. Finalement, plus au tout début, je pense. Je sais bien qu'il y a le pendu de Saint-Folien, qui est un des premiers Maigret, et il y a le bourgmestre de Furnes, qui est le numéro 1. Je regarde s'il y en a d'autres. Oui, il y en a eu un autre, l'Orgéologie d'Everton. Pédigré, quand même. Donc ça, c'est son autobiographie. Plus récemment, L'homme à barbe et autres nouvelles. Mais ça, tu vois, jamais entendu parler. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose... De nouveau, on va ressortir quelque chose des tiroirs, qui est sans doute un peu moins connu. On va pas éditer Le chien jaune, qui est un Maigret super connu, ou Les inconnus dans la maison, qui est un de ses romans noirs très connus aussi, quoi. Là, je vois par hasard, il y a aussi René Magritte qui a apparemment sorti un livre, Les mots et les images. D'accord, si, je crois que c'est une sorte d'essai, enfin une sorte de manifeste, sa théorie de sa vision de la peinture. Il me semble avoir déjà vu ça passer quelque part. Oui, je crois que c'est un petit peu son texte théorique. Bah, tiens, ça m'intéressait d'ailleurs, ce livre. Je veux dire, s'il y en a un qui, j'ai l'impression, est un peu tombé dans l'oubli, ce serait Maurice Maeterlinck. C'est un auteur qui me disait pas grand-chose. J'avais peut-être vu par hasard en cherchant la liste des prix Nobel belges. Donc c'est en fait le seul à l'avoir eu. C'était en 1911, si je ne me trompe pas. Mais par après, de ce que j'ai pu lire, en fait, il a reçu à l'apogée de sa carrière et par après, c'était vraiment une sorte de déclin. Mais aujourd'hui, à mon avis, c'est assez compliqué d'en trouver dans les programmes. D'accord, oui, tu parles de déclin populaire, enfin de déclin dans l'esprit des gens, quoi. Oui. De toute façon, vu qu'il est décédé, le déclin est arrivé aussi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai lu L'Oiseau bleu. Il y a une petite phrase que je peux transmettre juste pour l'anecdote. Bon, c'est un petit peu méchant de faire ça comme ça, de récupérer juste la partie qui est plus écoutable à notre époque, mais en même temps, c'est un petit peu drôle. Il parle de... Bon, il y a une scène avec un enfant. En même temps, c'est très beau, parce que c'est très métaphorique. Ça parle de la mort. Et, je trouve que la pièce est quand même très écoutable, enfin, vraiment très très intéressante même aujourd'hui. Pour l'anecdote, il y a un petit passage où un enfant le héros en fait du livre, à un moment donné, voilà, ça reste un enfant, donc il fait un petit peu des bêtises. Son grand-père lui met une énorme gifle et le petit garçon s'arrête tout d'un coup et il se dit mais cette gifle, je me souviens comme tu me giflais comme ça quand j'étais petit, mais c'était beau, c'était quelle époque, c'était incroyable. Parce qu'effectivement c'est son grand-père qui est mort, qu'il le retrouve dans la mort, donc il y a une réflexion. Voilà un petit passage sur battez vos enfants pour les éduquer, c'est pas mal. Ouais. Mais à part ça, donc peut-être pour rebondir sur l'aspect daté, c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé un tout petit peu daté, en même temps c'est un peu rigolo, mais sinon moi, je trouve ça assez intemporel comme littérature, donc peut-être que effectivement ça fait partie des auteurs qui vont revenir aussi à un moment ou à un autre. Du coup on avait la Madeleine de Proust et maintenant il y a la gifle de Maeterlinck. Voilà. Il a fallu de bons souvenirs. Oui, absolument, c'est ça. C'est la gifle de son enfance. Oui, tout à fait. La gifle de son grand-père. Je me souviens plus si dans Proust, c'est sa grand-mère qui a la Madeleine. C'est bien possible. Tu te souviens, la Madeleine de Proust, qui l'a lu? C'est sa tante, non? C'est pas sa grand-tante? Bien possible. La tante, absolument. Tante, c'est la tante. Voilà. Mais le rappel, il y a effectivement le côté de la mémoire qui est similaire. Sinon, moi, je voulais dire aussi que la vie des abeilles, c'est quelque chose qui se lit de façon, je trouve, qui est pas vraiment daté. Alors, c'est marrant parce que c'est un livre un peu entre l'essai et le roman. Mais effectivement, d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de choses qui sont de cette époque-là, qui ont changé un peu depuis, j'imagine. Mais lui, il fait très attention justement à mettre ça en perspective en disant voilà, ça c'est mes infos que j'ai pour l'instant. Mais à côté de ça, toutes ces réflexions, je trouve que ça se lit encore très très bien. C'est même très puissant, quoi. Il y a beaucoup de réflexions philosophiques. Il y a des grosses digressions en fait tout d'un coup sur une façon de comprendre la vie, la morale, le progrès. Effectivement, c'est des grosses questions du début du XXe, mais qu'on se repose aussi maintenant, surtout avec l'écologie par exemple. J'ai vraiment bien aimé lire ce livre-là. Maeterlinck a eu ce cycle avec les insectes sociaux, donc il y a aussi la vie des fourmis, puis la vie des termites. Et j'ai aussi trouvé une belle fluidité dans la prose. Il a bien rassemblé pas mal de lectures scientifiques pour écrire ça. Il évite les notes de bas de page, donc on pourra en parler peut-être une prochaine fois, parce qu'il y a un thème intéressant pour notre podcast. Donc ça peut poser question sur la provenance de certaines choses. C'est vrai que c'est intéressant. Et en même temps, il y a une grosse bibliographie quand même, qui est assez rigoureuse à la fin du livre. Mais c'est vrai, les notes de bas de page, oui, tout à fait. Et j'ai le même sentiment que toi, n'étant pas spécialement passionné par exemple par les termites, j'ai trouvé que c'était quand même bien assez intéressant. Tiens, je vous en parlais de ça, donc moi j'ai pas lu, mais il y a un lien avec les fourmis de Bernard Werber.
Mais je pense, c'est trop évident. Je sais pas, hein, j'ai pas entendu Werber là-dessus, mais c'est très possible, quoi, parce que c'est vraiment incroyable. Toutes les questions de Werber sur l'intelligence des fourmis, cette espèce de savant qui tout d'un coup découvre une révélation sur l'humanité par rapport à comment les fourmis se développent. C'est complètement dans l'état d'esprit de Maeterlinck, quoi. Sauf que lui reste extrêmement scientifique, justement. Et même quand il essaye de faire de la poésie, donc il fait exprès de montrer les choses sous une forme humaine, en disant voilà, c'est un petit peu comme si elles tombaient en dépression, par exemple quand la reine meurt, comme nous dans nos sociétés, etc. À chaque fois, il y a quelque chose pour expliquer que, attention, c'est une manière de parler, que c'est pas forcément, il sait très bien qu'il s'écarte un petit peu de la méthode scientifique, tout ça, donc il est il fait très attention. Mais il y a une puissance dedans d'évocation qui est assez incroyable. Le plus beau passage que j'ai trouvé, un des plus beaux dans ce livre-là, c'est notamment quand il parle de la reproduction des abeilles. En fait, c'est magnifique parce que une abeille, donc c'est quelqu'un, ou en tout cas le mâle abeille par exemple, c'est quelqu'un qui ne peut faire l'amour à la reine que en plein vol. Et c'est intéressant quand même. C'est quelqu'un qui tout d'un coup, et pour une raison physiologique, en fait, il a besoin de s'envoler pour que tout d'un coup, donc du point de vue purement concret de la chose, que l'air puisse passer à travers des trachées spécifiques qui permet de lui faire faire une érection. Mais du coup, d'un point de vue poétique, c'est quand même c'est incroyable. Ça veut dire que leur moment à eux, ça se passe dans les airs et uniquement par ça. Donc c'est quelque chose quand on essaie de vivre un petit peu ce qui renvoie dans un monde complètement différent. Et donc par moments, il est extrêmement lyrique. Il y a des passages aussi sur les pauvres espèces d'abeilles qui sont pas aussi sophistiquées que les autres, hein, et qui doivent utiliser uniquement leurs ongles pour gratter le pollen qu'elles doivent manger. Elles ont même pas de quoi accrocher le pollen sur elles. Et puis elles meurent finalement, même pas le temps de quelques générations, toutes seules dans des espèces de ruches à moitié aménagées dans les ronces et qui ne marchent pas du tout. Donc c'est complètement complètement dramatique. Ouais, donc il y a aussi vraiment des très beaux passages. Du coup, cet accouplement royal, c'est assez poétique et c'est niveau performance, c'est assez intéressant aussi. Il faut le faire, ouais. Absolument. Et lui, Maeterlinck, ça lui inspire ce passage-là, donc il y a un très beau passage, voilà, purement escrit. Une rencontre dans les airs quand même, voilà, c'est quand même beau. Et suit une discussion sur le fait de trouver de la beauté malgré l'explication scientifique. En se disant, effectivement, voilà, on arrive à ce niveau de détail, on peut expliquer pourquoi ça se passe comme ça, mais est-ce que ça retire la beauté du monde? Et voilà, il se lance sur une sorte de dissertation là-dessus, qui du coup est vraiment pertinente. Ouais, par exemple, je sais que Maeterlinck, il avait, dans son grand domaine, il avait en fait quelques ruches, donc il a vraiment l'occasion de s'intéresser à ça de très près. Ouais. C'est comme ça qu'il explique un peu son érudition aussi, je pense, sur le sujet. C'est pour ça que ça m'a étonné de découvrir qu'il en avait fait sur différents insectes, parce qu'on dirait vraiment que rien que pour écrire ce livre-là, qu'il faut passer une vie entière à regarder les abeilles. Et donc il en a un autre sur les termites, sur les fourmis. Bon, après évidemment c'est des insectes qui s'étudient souvent ensemble, mais c'est quand même impressionnant. Et donc effectivement, je savais pas qu'il y avait un livre vraiment sur les fourmis de lui. Donc il faudrait poser la question à Bernard Werber. En ce moment, il fait des ateliers d'écriture, donc on peut le contacter. Et sinon, sur la thématique Maeterlinck, il y a une pièce assez connue qui est Péléas et Mélisande. Donc là, pour un peu planter le décor, c'est vraiment une œuvre théâtrale classique. Donc c'est vraiment le drame classique amoureux, où c'est une histoire d'amour impossible qui commence et puis qui termine mal. Donc on a le fameux Golo qui rencontre Mélisande dans la forêt. Elle est assise près d'une fontaine, donc directement on plante le décor. C'est assez féerique, mais elle est triste. On ne sait pas trop pourquoi elle est triste. Elle est un petit peu abandonnée là. Elle est sans couronne, elle explique. Et il la force un petit peu à revenir avec lui. Donc là, il y a déjà, à mon avis, de nos jours, ça passerait un peu moins bien niveau respect des femmes. C'est peut-être un truc qui passait à l'époque, mais de nos jours, ça, je pense que c'est plutôt inacceptable. Et donc, de retour au château, il y a l'histoire d'amour avec le frère de ce Golo. Puis le drame dans le jardin, pas loin de la fontaine. Donc on ferme le cycle niveau fontaine. Donc il y a toute une partie un petit peu symbolisme, mais sans trop forcer non plus. D'amour impossible, donc ça passe toujours bien dans les drames. Et il y a une partie, si on peut faire peut-être le parallèle entre Péléas, donc son frère, et Golo. Son nom c'est Égolo, c'est ça? Golo, d'accord. On peut faire peut-être le parallèle avec Abel et Cain, donc niveau récit biblique. Et par contre, un truc, on discutait des œuvres tombées dans l'oubli. Et ce qui a bien aidé Maeterlinck là-dessus, c'est l'opéra de Debussy, parce qu'il a en fait accordé les droits de création d'opéra à Debussy, qui au final a eu un très beau succès au niveau international. Et ça a sauvé un petit peu l'œuvre, parce que sinon on serait tombé dans l'oubli. Et même en Belgique, l'œuvre avait eu pas mal de problèmes à trouver un petit succès. Donc ça c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé. J'ai vu qu'il y a eu aussi une adaptation de l'Oiseau bleu. Alors, je ne sais pas si ça a été prévu dès le départ, mais il y a des partitions pour l'Oiseau bleu. En même temps, c'est sous-titré drame lyrique, donc peut-être que c'est aussi un genre musical.
c'est un petit peu drame de Noël aussi, finalement. Tout se passe dans la nuit de Noël, effectivement. Le point de départ du livre. J'aimerais bien en dire plus, mais voilà, faut pas quand même divulguer tout le ressort du livre. Il y a quelque chose comme une construction par chute, effectivement, qui marche bien. Mais je pense que ce drame-là, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus d'adaptations. On sait jamais, ça peut être le dernier Disney qui va venir. D'adaptation pour les enfants, ou même de réécriture, ou autre chose comme ça, que ce soit plus connu, parce qu'il y a quand même, je pense pour les enfants, c'est vraiment intéressant. Du point de vue des émotions qui sont mises en jeu. Il y a plein de questions justement sur la mort, sur le bonheur, plein de choses comme ça, qui doivent être très intéressantes d'entendre quand on est jeune, et bon, adulte aussi. Le passage du bonheur est assez génial. Il y a un super passage, donc c'est très allégorique, c'est un peu peut-être le ton peut-être propre à certains contes d'une certaine époque aussi, pour des enfants, mais voilà, il y a beaucoup d'allégories qui sont très bien tournées, et par exemple, donc il rencontre entre autres, il rencontre la nuit, il rencontre la lumière, et à un moment donné, donc il rencontre le bonheur. Et alors le bonheur, c'est donc tout un monde de bonheur au pluriel, et évidemment les premiers en fait bonheurs qui rencontrent, c'est les gros bonheurs, donc ça s'appelle les gros bonheurs. Et en fait c'est une bande de bonhommes obèses grassouillés qui sont à moitié affalés autour d'une table de banquet, qui ont tous des têtes plus ou moins adaptées à leur type de bonheur. Donc il y a le bonheur de manger quand on n'a plus faim, par exemple, ou le bonheur, le premier qui rencontre, c'est le bonheur d'être riche. Il y a donc tous les gros bonheurs comme ça qui arrivent et puis qui se présentent. Il y a le bonheur de la vanité satisfaite. Et c'est quelqu'un qui a une figure donc qui est complètement bouffie d'orgueil, donc complètement. Et tous ces bonheurs-là vont les voir et puis essayent de les persuader que c'est effectivement eux qui ont le mode de vie qui convient. Ça fait un petit peu, je crois que dans la littérature allemande, il y a aussi un peu ces idées-là de un peu roman initiatique, de trouver sa voie et tout ça. Donc il y a un peu ça dans ce livre. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, donc, tous ces gros bonheurs-là sont un peu ridicules. Et finalement, ils disparaissent tous pour laisser la place à des petits bonheurs. Et c'est super intéressant de voir. Donc après, ça ouvre un peu. On pourrait même faire un atelier d'écriture là-dessus sur qu'est-ce que c'est que tous les autres petits bonheurs qui sont peut-être plus intéressants que les gros bonheurs. Donc il y a le petit bonheur de marcher pieds nus dans la rosée, par exemple. Enfin, c'est très chouette. Ça me fait penser à ce que dit à Philippe Delerme, parce qu'il lui, il a beaucoup fait ce genre de texte comme La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la même démarche. Oui, ça ressemble beaucoup, peut-être, ouais. Peut-être que c'est une inspiration aussi, finalement, c'est vrai que tous ces gens-là, souvent, passent par des classiques. Et j'aime bien cette idée de, tout d'un coup, quelque chose qui débloque un concept, finalement. On peut commencer à réfléchir là-dessus et puis à ouvrir un peu l'imagination, plein de choses. Sinon, je confirme, effectivement, donc j'ai retrouvé la vie des fourmis de Metterland. Voilà, pour tous les fans de Werber, je pense que là, on a trouvé la source. Sinon, aussi, dans autre auteur, peut-être on va faire un petit bond dans le futur quand même. Donc, je pose un peu de parler de Jacqueline Hartmann. Jacqueline Hartmann, donc, qui est morte maintenant il y a quand même quelques années, mais qui n'ont plus écrit une écrivaine contemporaine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une psychanalyste au départ. Et donc, elle a commencé à écrire, je pense, au tout début, donc quand elle était assez jeune. Et puis, elle a complètement arrêté. Donc, elle a édité, je pense, 2 ou 3 livres. Puis, ça a complètement arrêté. Et elle a repris plutôt quand elle avait, dans les années 90, on va dire, où on retrouve l'essentiel finalement de sa production. Alors, donc, il y a plusieurs titres qui ont eu un certain succès critique et public. Alors, l'un d'entre eux, donc moi, je souhaiterais vous parler, c'est La plage d'Ostende. Alors, pour vous expliquer un peu La plage d'Ostende, je propose simplement de Linky Pete, qui est « Dès que je le vis, je suis que Léopold Wiesbeck m'appartiendrait. J'avais 11 ans, il en avait 25. » Ça, c'est vraiment les 2 premières phrases du livre. Alors, donc évidemment, ça raconte un peu cette passion que la jeune fille émilienne a pour ce peintre, parce que Léopold Wiesbeck, c'était un peintre, d'où le titre du roman La plage d'Ostende. Petite parenthèse d'ailleurs. Je trouvais assez intéressant évidemment, c'était un peintre imaginaire. Et donc, il y a un moment, effectivement, où ce tableau, La plage d'Ostende, il doit être quand même un minimum décrit. Et donc, on doit un peu reconstituer dans sa tête, il imaginait finalement ce tableau. C'est un peu la même démarche finalement que je trouve que je retrouvais chez Proust avec Elstir, qui est aussi ce peintre impressionniste à l'époque où on doit imaginer ses propres tableaux. Donc déjà, ça je trouvais intéressant, mais c'est une parenthèse. Au-delà de ça, dans le bouquin, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est le style aussi. C'est très classique finalement. Donc, par exemple, elle va utiliser forcément pour un exemple, les subjonctifs imparfaits ou des choses comme ça. Et donc c'est élégant. Rien que pour ça, ça a presque un côté rafraîchissant, je trouve, parce que ça veut dire qu'à notre époque, dans les contemporains, parfois on a l'impression que les auteurs font moins d'efforts dans l'écriture, on retrouve un peu le langage parlé, mais ici pas du tout. Quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ou encore, alors, évidemment, c'est possible de faire du nouveau avec justement un langage classique, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui est formidable, oui, c'est cette passion finalement qui est décrite, parce que la jeune Émilienne, elle va finalement poursuivre Léopold, le peintre. Forcément, à 11 ans, elle ne peut pas lui appartenir, mais elle va tout faire pour qu'il lui appartienne. Et voilà, est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Ça, il faut lire le livre pour le savoir. Alors, on a autre anecdote intéressante, c'est que ça se passe en fait
fait dans le milieu de la haute bourgeoisie belge. Et finalement, c'est assez rare d'avoir un roman qui a pour cadre Genval et le lac de Genval. C'est assez amusant de retrouver comme ça des lieux potentiellement on connaît, en tout cas que moi je connais, et de retrouver dans un livre comme ça. D'accord. Non, pas courant, c'est pas Bruxelles évidemment. Bruxelles, tout le monde connaît Bruxelles. Et là, c'est le lac de Genval. Voilà. Et puis des années plus tard, plus vers la fin de sa vie, elle a édité une suite qui s'appelle Du côté d'Ostende et qui reprend en fait le récit de Henri Chaumont, qui est un des amis d'Émilienne et qui reprend le récit au moment où Émilienne est morte, qui retrouve en fait les carnets dans lesquels Émilienne avait décrit sa passion, notamment sa vie. C'est l'occasion pour lui un peu de revenir sur son passé, d'être un peu face à sa propre lâcheté aussi. C'est pas du tout le personnage principal dans La plage d'Ostende, donc dans le premier livre, mais ça permet aussi d'avoir un regard un peu différent sur ce qui s'est passé. Et en cela, c'est intéressant aussi, même si ça n'a pas la même force, la même puissance que le premier et La plage d'Ostende. Et alors, donc, son souvenir de jeunesse se passe à Ostende, mais le roman prend place plutôt à Genval. Pour le premier, en fait, il y a plusieurs endroits. Hein. Donc, je parlais de Genval, tout ne se passe pas là-bas. Il y a aussi une partie à Bruxelles, puisqu'elle va habiter dans un hôtel dont j'ai oublié le nom, et qui existe réellement. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais il y a une partie, comme je disais, c'est la haute bourgeoisie, donc forcément, on a les belles maisons autour du lac. Et donc, les parents possèdent une de ces maisons, ses parents à elle. À certains moments, elle va y habiter, mais à d'autres moments, c'est plutôt Bruxelles. Ça reste un milieu très privilégié, hein. Ça, il faut le savoir. Est-ce que ça correspond un peu à sa vie? C'est pas... Non, pas du tout. Pas forcément. D'accord. Non, comme je disais, hein, Jacqueline Hartmann, c'est une psychanalyste, hein, donc elle n'a pas... Ah oui, d'accord. Finalement, la Émilienne, je pense qu'elle ne travaille pas. Elle n'a pas besoin de travailler, en fait. Tu vois. Non, pas du tout. Et je pense pas que Jacqueline Hartmann ait créé écrit quelque chose d'autobiographique. Je pense pas du tout. Si on prend un autre titre, donc je veux dire, c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans La plage d'Ostende, c'est que finalement il y a une certaine absence de moralité de la part de la jeune Émilienne, hein, qui veut, de toute façon, qui veut cet homme-là et il estime qu'il est à elle et c'est tout. Et l'absence de moralité, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans d'autres de ses livres, et notamment on a En toute impunité, que tu as lu, Max. Oui, c'est ce qu'on voit chez le héros principal. Donc, si je me souviens bien, c'était Jean Arjul. Et donc, lui, dans cette histoire, il est architecte, à la croisée entre architecture, gestion de projet et chef de chantier. Et un soir, il revient du chantier, peut-être même d'un resto avec les clients, et comme ça par hasard, il tombe en panne près d'un long domaine, un domaine qui est vraiment immense. Tellement immense qu'il n'y a pas d'alternative que d'entrer dans ce domaine. Et il est minuit plus ou moins, donc il voyage un petit peu en aveugle. Et tout d'un coup, il y a un spot qui s'allume avec une femme en blouse blanche. Et donc là, je me dis, ok, ça va être une version massacre à la tronçonneuse. Ça va mal se passer par ici. Et au final, non, c'est en fait une famille qui est un petit peu désargentée, possède tout ce domaine-là et qui essaie un petit peu de s'en sortir. Le héros, Jean, va rester dans ce milieu comme ça quelques temps. Il va se passer des choses et il va jamais vraiment se poser de questions sur la moralité des plans de cette famille, donc qui vont tenter par tous les moyens, donc vraiment tous les moyens, de sauver ce domaine. Il est content au final de s'être détaché de cette famille par après, quand il commence à avoir une sorte de réflexion sur ce qui s'est passé. Mais pendant les événements, il ne va jamais avoir une réflexion sur la moralité de ce qui se fait ou sur le fait qu'il soit complice d'une certaine manière. Et donc, en lisant ça, moi je trouvais que c'était intéressant parce qu'on voyait que c'était une famille, il y avait 5-6 femmes, donc c'était une famille uniquement féminine avec 2 ou 3 aides masculines. Et cette famille, elle fonctionnait comme un tout. C'est en fait le domaine de la Diguière qui se défendait contre un virus, qui est, il faudrait lire le livre pour comprendre, et qui se défend contre un virus qui essaye vraiment d'impacter ce domaine et de le changer. Il n'y a aucun jugement sur les sournoiseries de la famille, et on voit juste alors peut-être au final un petit regret de la part d'une des membres de la famille, tandis que tout le monde est passé à autre chose. Mais pour une personne, ça a bien marqué. Donc là, on voit peut-être une petite différence quand même côté moralité là-dessus. Mais au final, donc, il y a évidemment un crime, on le devine, et le crime parvient à passer toutes les étapes et donc à s'en sortir en toute impunité, comme tout le clan de la Diguière. Alors je sais que celui-là il est sorti, je pense que c'était dans les années exactement, c'est plutôt de nouveau vers la fin de sa vie. Mais plutôt elle a écrit Le bonheur dans le crime, que je n'ai pas lu, mais qui est un peu dans la même veine, on va dire. Déjà, Le bonheur dans le crime, je pense que ça dit déjà beaucoup de choses sur la moralité, effectivement. Et je pense que celui-là, de ce qu'on m'a dit, en tout cas, elle est un peu plus loin. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi à lire. Parce que moi, j'ai lu En toute impunité il y a quand même pas mal de temps, je n'ai plus un souvenir très précis. Mais en attendant, je me dis, il faudrait que je lise celui-là aussi, donc Le bonheur dans le crime.
Là, c'est plus début des années 90. Je vois que chez Grasset, il est avec une superbe peinture de Magritte en couverture dans l'édition. Il était sorti comme ça, tout à fait, c'est l'Empire des Lumières. Ouais, cette superbe photo, on voit la maison qui est sous la nuit, et puis dans la nuit, et puis avec le ciel en plein jour. C'est un beau tableau. Donc peut-être métaphore de ce qui se passe dans cette famille, alors peut-être la morale, ce serait la nuit, et on pourrait une sorte de renversement des valeurs. Donc, une transition facile quand on parle de crime, on peut aussi parler de Rodenbach et de Bruges la morte, une œuvre aussi assez connue du siècle dernier. Et là-dedans, on arrive à Bruges avec un homme qui devient veuf, et c'est donc, comme écrit une critique, c'est un terme qui est assez bref et qui est irrémédiable. Ou c'est peut-être même Rodenbach qui en parle ainsi. Et donc, il s'installe à Bruges et la mélancolie, c'est vraiment à son deuil. Quand il se balade à travers les petites rues, il est vraiment cette mélancolie. Il y a un petit peu de brouillard, c'est un petit peu la situation qu'il vit à tout moment. Et il sort assez peu de chez lui, donc il a cette gouvernante qui va l'aider à tenir sa maison de maître. Et un jour, par hasard, il va tomber sur une femme qui est vraiment le double de sa défunte femme. Et là, il se met en mode stalker, si on peut dire, qui serait, à mon avis, pas très bien accepté de nos jours. Vu qu'il y a une sorte de... Il va commencer à suivre cette femme de manière obsessionnelle à travers les petites rues, et puis il va la perdre. Au carrefour d'une rue, il la perd. Et après, il va devenir vraiment obsédé par cette rencontre, parce que c'est une femme qui est le double parfait. C'est pour ça que c'est amusant, parce que j'ai tapé Bruges la morte dans YouTube, je tombe sur le film de Vertigo de Hitchcock, et c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est exactement cette même trame, rencontre de deux personnages qui sont identiques, qui créent une obsession chez la personne. Il y a apparemment un superbe reportage de Blow Up de Arte, qui d'habitude est très bien, donc j'imagine que celui-ci doit être sympa, sur le rapport entre Bruges la morte et Vertigo. Ouais, ça vaudra le coup d'être regardé aussi. Ouais. Et puis, ce qu'on voit après, c'est qu'il se rend compte qu'il ne l'aime pas d'amour, mais c'est simplement l'obsession de la garder en vie, garder ses souvenirs en vie, grâce à cette personne, donc grâce à Jeanne. Et donc, il la rencontre après, il la suit à nouveau. Il apparaît qu'elle est danseuse. Il parvient à la convaincre d'arrêter la danse, de venir s'installer à Bruges. Il se rapproche un petit peu et il lui fait, par exemple, il l'invite à porter les vêtements de sa défunte femme. Ce qui est un petit peu bizarre sur le moment, elle sent aussi que ses vêtements sont démodés, donc il le prend mal. Toute une discussion là-dessus. Ils sont, au plus ces deux personnes se rapprochent, Jeanne et sa défunte femme vont se rapprocher, au plus ils voient les différences et au moins ils l'apprécient cette Jeanne, au plus elle l'irrite. Et donc tout ça c'est dans une Bruges qui est très catholique, format petit village, esprit petit village où tout le monde va l'espionner, va essayer à partager comme ça des ragots sur ce qu'il fait. Donc un veuf qui déjà se remet en ménage avec une femme, ça fait à peine quelques semaines, donc ça passe pas très bien dans l'esprit de l'époque. Et il y a un objet comme ça dont on parle au début, qu'on retrouve à la fin, qui est vraiment l'objet qui permet de boucler la boucle. Donc en fait, on commence avec cet objet-là, objet aussi de désir, donc la chevelure de sa défunte femme, qui est utilisée pour terminer l'histoire, pas en douceur, donc de manière assez sordide. Et donc ça, c'est comme ça que se termine Bruges la morte, avec aussi à ce moment-là la procession religieuse qui passe sous sa fenêtre, une procession de la 500. Donc il y aura, si je me souviens bien, dans un petit récipient, quelques gouttes du sang du Christ. Et alors effectivement, moi j'avais écouté ce livre en version audio, je pense que c'était une production sur France Culture. Je me souviens, c'est vraiment un livre d'ambiance, quoi, dans un autre genre, un peu comme Siménon, mais quelque chose de... Il y a vraiment une sensation qui est assez, qui est très particulière, un peu glauque en fait. Hein. Alors est-ce que la ville de Bruges, peut-être le brouillard, que tout ça peut générer ce genre d'effet, mais on sent que peut-être que lui a essayé de travailler en tout cas cet aspect-là, quoi, le côté pas seulement sombre, mais quelque chose, et qui est même dans cette idée de procession de 500, c'est un peu étrange. Cette relique qui est en fait du sang conservé. C'est intéressant que tu dises ça, parce que je suis allé à Bruges, c'était pour la première fois cette année. Donc évidemment, à Bruges, j'avais lu aussi Bruges la morte, mais il y a déjà quelques années maintenant. Et j'ai pas du tout eu la même impression de Bruges que celle du roman. C'est un peu un Bruges fantasmé, hein, je pense. Ouais. Parce que moi, c'est vrai qu'en plus en le lisant, j'avais en tête les tableaux de Fernand Knopf, ce peintre belge issu du même mouvement symboliste. Et donc, avec ce brouillard, effectivement, cette palette de gris, hein, finalement. Moi, c'était ça qui m'avait plus marqué. Et je trouve que l'atmosphère, c'était ça, en fait, pas exactement glauque, mais en tout cas, ce brouillard un peu partout. Et le gris, quoi, vraiment présent. Et finalement, en y allant là, écoute, j'ai pas spécialement eu du beau temps. Et pourtant, j'ai pas eu cette impression. On était encore au moment où les restaurants, les cafés, tout ça était fermé. J'ai pas eu cette impression-là de gris. Au contraire, j'avais toujours le côté ville historique, plus vivante en tout cas.
plus vivante, ouais. Parce que j'avais eu l'impression, dans le roman, j'ai aussi cette impression de vide, finalement. Mais Oui, comme Knopf, c'est vrai. en fait. Oui, comme si c'était une ville désertée. Ouais, exactement. Ouais. En fait, Bruges la morte, c'est quand même Bruges qui est morte aussi, enfin, dans le titre. Et dans le livre, ça se transmet aussi. Alors comment, je sais pas trop. Peut-être qu'il parle de rue déserte. Mais j'ai aussi effectivement cette impression-là de quelque chose qui est déserté. Alors est-ce que ça correspond à une époque, peut-être? Moi, je suis tenté de dire que ça correspond à une époque, parce que vu qu'il a été publié en 1892, Ouais. à l'époque, ça devait sûrement être un petit Qu'il y a village. peut-être un exode vers Bruxelles. Oui, que le niveau population, ça a peut-être augmenté depuis, donc on n'aurait plus le sentiment. Mais... Et alors, il y a eu toute la phase de reconstruction aussi de Bruges. Je ne sais pas trop vers quelle époque. La plupart des bâtiments qu'on voit actuellement, il y en a quand même beaucoup qui ont été rénovés de façon assez intensive. Alors peut-être que ça participe aussi d'un effet un peu plus peint. Effectivement, je regarde les tableaux de Knopf, c'est tout à fait ça. C'est très très sombre, un brouillard assez intense. Alors qu'effectivement, la ville de Bruges est très, un peu à la hollandaise finalement, quelque chose de très défini, très avec des petites briques rouges, quand même quelque chose d'assez plus lumineux en tout cas. C'est vrai, ouais. Mais bon, après, la vision d'une ville, ça appartient aussi à son auteur. Hein. Si je prends Patrick Modiano et Paris, le Paris de Modiano, c'est pas le Paris qu'on retrouve, ou même au cinéma, le Paris de Genet dans Amélie Poulain, c'est pas non plus le vrai Paris. C'est à chaque fois une réinvention par l'auteur. Je me souviens d'un film américain sur Bruges, j'ai oublié le titre malheureusement. Ouais, In Bruges. In Bruges, voilà. Où la réplique du film, la réplique principale du film, c'est qui est répétée au moins une quinzaine de fois dans le film, c'est fucking Bruges. Oui, c'est vrai. Bruges tout à fait différent du Bruges la morte, hein, pour le coup. Après, c'est peut-être de l'humour. Je crois que c'est un film irlandais, c'est peut-être de l'humour irlandais, mais c'est vraiment presque de la méchanceté gratuite. Il y a juste aucune raison, mais voilà, c'est deux personnes qui se retrouvent là et qui n'avaient aucune raison d'être dans cette ville et qui en profitent pour exorciser leur haine à l'encontre de la ville. Oui, la traduction française, c'est Bon baiser de Bruges. Et sinon, Rodenbach, qui est aussi une bière très particulière, qui est très bonne. Qui est pour le coup plus sucrée que ce que lui a écrit. C'est vrai. Je trouve que c'est une bière qui se marie bien avec l'ambiance du livre, pour le coup. Mais il y a quelque chose d'un peu acide aussi. Oui, c'est vrai. C'est une bière qui est brassée à Bruges aussi? Ouf, là, tu ne sais pas du tout. En tout cas, c'est la seule bière rouge de Belgique. En tout cas, c'est une bière flamande. Moi, je sais bien quand on va à la mer, c'est souvent la bière qu'on va qu'on va boire. Ah oui, d'accord. Ah, donc à Ostende, par exemple, sur la plage, commander une Rodenbach. Pas mes habitudes à Ostende. Par exemple, ça fait partie de rituels, hein, quelque part. Moi, si je vais à la mer, il faut qu'à un moment, je boive une Rodenbach. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Et je suis pas le seul en plus. C'est quelque chose qui est un peu lié, peut-être dans un certain imaginaire belge, je ne sais pas. C'est brassé à Roulers, Max, pour répondre à ta question. Okay. Flandre occidentale, donc pas super loin de la mer finalement. En tout cas, très, très flamand comme bière, ça a un côté flamand. C'est difficile à expliquer, hein, mais ça fait un peu partie du patrimoine belge et surtout flamand. Peut-être que l'Orval serait plus wallonne. Oui, clairement. C'est pas du tout la même chose. Tu as associé des bières à un lieu finalement et même à une certaine ambiance. Dans ma ville, à Braine-l'Alleud, on vient de fabriquer une nouvelle bière qui est apparue pendant le confinement et qui est pas mal du tout. Microbrasserie, c'est quelque chose qui s'est vraiment pas mal développé ces dernières années. Et sinon, puisqu'on parle de bière, on peut aussi parler de champagne. Et pour le coup, si on parle de champagne, on peut parler de Amélie Nothomb. Parce que là, pour le coup, je sais pas en plus si vous l'avez, bah oui, Max forcément, mais si vous avez sûrement des images d'elle quand elle est en dédicace, elle a toujours sa petite coupe de champagne. Et le champagne est quand même assez bien présent dans ses livres. Il y en a, je sais plus lequel, c'est pas le fait du prince où les personnages passent d'ailleurs tout le bouquin en fait à boire du champagne. Et alors, Amélie Nothomb, pour le coup, pas l'auteur belge contemporain, c'est difficile de ne pas l'évoquer puisque c'est sans doute une des Belges qui a le plus de succès aujourd'hui. Elle sort depuis, je pense, 1991, elle sort son nouveau roman à chaque rentrée littéraire. Bon, évidemment, il y a des succès assez variés, mais c'est à chaque fois un certain succès parce qu'elle a ses fans et les gens qui la suivent vraiment partout. Et donc, voilà, après, forcément, quand on sort quand on a une production aussi importante, là, il y a du meilleur, du moins bon. Moi, je les ai quasiment tous lus. Je pense qu'il m'en reste que 4 ou 5 à lire. Et moi, j'aime plutôt, en fait, parce que, déjà, c'est un style. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs auquel on peut être tout à fait réfractaire. Moi, j'adhère plutôt et on la reconnaît tout de suite, quoi. Donc ça, c'est quand même un grand mérite, je trouve, d'un auteur d'avoir un style reconnaissable. Il n'écrit pas comme n'importe qui. Et alors, un de ses grands points forts aussi, je trouve, c'est ses joutes oratoires. C'est toujours des dialogues extrêmement bien écrits,
qu'on retrouve déjà dès le premier. Parce que bon, quand on sort son premier roman, il y a toujours certaines... Enfin, on peut imaginer, en tout cas, on a souvent quand même des maladresses, mais là, les dialogues sont déjà très très bien maîtrisés. Et moi, j'en ai un très bon sourire, parce que pour le coup, c'était un livre qu'on m'avait fait lire à l'école, donc quand j'étais en humanité, puisque finalement, on la retrouve, je sais pas si on la retrouve vraiment au programme, mais en tout cas, on la lit à l'école, à l'université aussi. Pour un auteur contemporain, c'est quand même une certaine reconnaissance aussi. Et puis, elle a été aussi adaptée au cinéma, finalement, Super Étremblement, Ni d'Ève ni d'Adam a été aussi adapté, me semble. Un des derniers, Soif, a failli obtenir le Goncourt, parce que ça s'est joué vraiment à 2 voix près, parce qu'elle avait obtenu 4 voix contre 6 à Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et là, pour le coup, autant au départ, Amélie Nothomb, c'était souvent assez bien autobiographique, avec certains passages de sa vie, pour laquelle réinterprétait aussi. Parfois, c'est pas uniquement autobiographique. Là, pour le coup, sauf c'était un peu le trajet de Jésus, son chemin de croix, qui avait fait légère, on va dire, polémique à l'époque, puisque en fait, elle rendait à Jésus toute sa condition d'humain, finalement. Et elle avait ôté tout le côté divin qu'on lui prête, parfois avec la religion forcément lui prête. C'était amusant en fait de voir que certains catholiques plus intégristes, on va dire, avaient vraiment condamnaient le livre, et d'autres, si on prend un prêtre comme Gabriel Ringlet en Belgique, au contraire, avaient beaucoup apprécié, et d'ailleurs ils avaient eu un genre de discussion publique, c'était intéressant aussi. Et là, donc vraiment, elle quittait son côté vraiment autobiographique. Et dernièrement, je ne vais pas dire qu'elle a fait le tour de sa vie, mais c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus quand même des choses assez éloignées d'elle, mais toujours avec son style, ses dialogues très bien écrits. Et alors, elle a aussi des jeux, ce que j'aime bien aussi, c'est les jeux qu'elle fait avec ses lecteurs. Finalement, par exemple, dans tous ses romans, elle va inclure le mot pneu. Le jeu, quand on en lit un, c'est de retrouver comment est-ce qu'elle va réussir à mettre pneu. En parlant de Jésus, pour le coup, on pourrait se dire que c'était un peu compliqué, mais elle y parvient. Oui, c'est intéressant, c'est un clin d'œil rigolo. Moi, un des derniers dont j'avais envie de parler aussi, qui est un peu différent de son ton ironique, c'est La nostalgie heureuse. Donc là, en fait, qui parle d'un épisode de sa vie assez récent, où elle était retournée au Japon, un peu sur les traces de sa jeunesse, puisqu'elle je pense qu'elle n'y était pas retournée depuis ses 18 ans, ou quelque chose comme ça. C'est aussi pour les besoins d'un documentaire qui était passé à la télé. Et elle décrit, en fait, nostalgie heureuse, en fait, c'est quelque chose, elle décrirait mieux que moi, mais de très japonais, en fait. Donc, nostalgique, il associe plutôt de la tristesse, mais il y a un mot en japonais qui décrit, une sensation qui décrit ça, cette nostalgie qui peut être heureuse parfois. Évidemment, quand on retourne comme ça sur les traces un peu de sa jeunesse, beaucoup de choses ont changé. Et donc, elle avait un peu quitté cette plume acerbe parfois, donc était plus délicate finalement. Moi, je crois que c'était quelque chose qui lui allait bien aussi, donc vraiment différent de sa production habituelle. Mais c'est pas la seule fois qu'elle quittait un peu ses thèmes de prédilection, puisque Max, je crois que tu avais lu récemment Acide sulfurique. Oui, je l'ai lu. Et donc, c'est un roman qui, comme tu disais, qui est fort centré au départ sur... Tu remarques déjà, c'est sa marque de fabrique, donc des dialogues qui sont assez pétillants, avec chaque fois des punchlines assez solides, pas mal de cynisme aussi. Et j'ai remarqué aussi, donc je crois que j'en ai lu 4 ou 5 au final de notre temps, ce sont des personnages qui sont chaque fois, en général, il y a 2 personnages principaux, et tu vois qu'ils sont chaque fois en opposition. Donc il y a le bien et le mal, et puis il y avoir une sorte de danse, une sorte de combat entre eux, sentiment amour-haine, puis ça va se terminer d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai remarqué à chaque fois cette duplicité de personnages principaux, avec autour plein de petits personnages secondaires, disons tertiaires, sans trop d'intérêt, mais avec ces extrêmes au milieu qui se battent à coups de discussion et de punchline. Et pour le coup, donc, là, il y avait Acide sulfurique, où on voit, elle parvient dans cette histoire, à téléviser l'horreur des camps de concentration. Il y a comme ça une rafle en plein Paris, personnes qui sont capturées, qui sont divisées en 2 groupes. Donc il y a les capots d'un côté, les prisonniers de l'autre, et c'est vraiment une division des bêtes et méchants d'un côté, et les bons de l'autre côté. Il y a directement, évidemment, cette dichotomie de personnages dont je parlais, et une sorte d'histoire amour-haine entre une capot et prisonnière. Donc, la relation en place, et il y a quelques thèmes qui sont après intéressants là-dessus, donc je raconterai par la fin. Il y a une fin qui n'est pas spécialement surprenante, on peut s'y attendre, mais après il y a quand même quelques thèmes intéressants sur les limites des médias. Donc maintenant on va parler de sexe ou de mort en live. Il y a la télé-réalité, ce sont des thèmes qui ont déjà plus ou moins été abordés ou qui sont déjà passés à l'écran. On se souvient par exemple aussi, il y avait eu un cas d'un YouTuber qui avait filmé presque un suicide qui s'était passé en direct au Japon. Donc il passait à travers une forêt, il avait trouvé un homme qui venait de se tuer, donc il avait fait un close-up de ce gars-là, puis il avait eu pas mal de publicité, et puis évidemment ça avait
fait scandale. Mais on voit vraiment quelles sont les limites des médias. Donc ça, c'est peut-être une question, peut-être qu'elle a voulu un petit peu poser la question là-dessus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette histoire prend place. Donc c'est une société privée qui filme toutes les missions. On voit que l'État, le pouvoir central, n'intervient pas du tout. Toute l'histoire, c'est la prise de puissance de la société privée sur l'État. Peut-être, c'est difficile à dire. Donc tu vois, c'est par exemple une série de télé-réalité qui va durer quelques mois et on n'entend pas du tout l'État là-dessus. Les journaux en parlent. Les journaux aussi prennent un peu leur distance, donc ne vont pas discuter la moralité de ce qui se passe. Uniquement vers la fin, quand le vent tourne, là les médias se réveillent un petit peu. Mais sinon, on est très content des audiences. On est très content aussi des gros titres et d'avoir des choses qui attirent le public. Alain Damasio, je ne sais pas si vous connaissez un peu le registre fantasy SF, qui a sorti un livre qui a eu énormément de succès, même pour ceux qui ne lisent pas trop ce genre de littérature d'habitude, qui est lié justement à un roman dystopique dans lequel les sociétés privées prennent beaucoup plus d'importance qu'elles ont actuellement. Et ça a fait beaucoup de parler, ça s'appelle Les Furtifs. Donc il y a eu beaucoup de discussions, je crois qu'ils continuent encore maintenant, c'est en 2019. Et donc c'est des thèmes assez actuels, de vision de l'avenir, cette façon-là. Je suis tombé sur la première phrase du livre, là, donc acide sulfurique, c'est intéressant. C'est vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur en fallut le spectacle. C'est intéressant que ça pose la question effectivement, même sans le spectacle, on sait que la souffrance existe. Mais là, on a de poser la chose dans cette même phrase, ça oblige à faire la distinction entre les deux. On se dire, bah oui, effectivement, en fait, il suffit pas de voir la souffrance pour savoir qu'elle est présente. C'est peut-être un thème aussi qui est lié à son livre Soif. C'est vrai qu'on disait que c'était pas trop biographique, mais je crois qu'elle est assez croyante, en fait. Il y a eu des interviews d'elle dans des émissions religieuses où elle parlait un peu de sa vie spirituelle et elle est très, alors je sais pas si elle se définit comme catholique, mais en tout cas, le rapport avec Dieu qui est assez important, je crois. Et donc finalement, même son livre Soif pourrait aussi être un peu biographique. J'ai retrouvé le mot qui signifie nostalgie heureuse en japonais. C'est Nagori. C'est le titre d'un roman, enfin d'un livre de Ryoko Sekiguchi, qui est une écrivain assez fantastique, qui écrit en français, d'origine japonaise, et qui a toujours écrit sur la cuisine, sur le rapport à la nourriture. Mais c'est amusant de voir le parallèle. Donc apparemment, c'est une notion effectivement très très japonaise, qui serait la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, et effectivement qui n'est pas une nostalgie forcément négative, et qui est même un sentiment plutôt plaisant. C'est amusant que peut-être qu'Amélie Nothomb a récupéré cette même notion, qui effectivement n'existe pas tellement, enfin qui est vraiment très japonaise, qui est très présente dans la culture japonaise apparemment, et qu'on pourrait traduire par nostalgie heureuse. Et je pense qu'elle disait que ces années au Japon, c'est ces années les plus heureuses. Et vrai, donc elle est très très marquée par la culture japonaise, tout en ne pouvant pas y vivre, quoi. Parce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, elle est forcément retournée au Japon parce qu'elle a essayé de travailler, parce que c'est ce qu'elle racontait dans Stupeur et Tremblement. Donc clairement, elle ne pourrait pas être japonaise. Mais ça, c'était après son départ. Donc en fait, pendant son enfance, donc c'est là qu'elle a vécu quelque chose de vraiment qui l'a marqué, et c'est son retour qui a été difficile en fait. Je pense, j'espère ne pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ce que j'en ai retenu. Et pour revenir à Acide sulfurique, moi je me rappelle, en fait il est sorti en 2005, donc elle a commencé à écrire en 92. Elle expliquait à l'époque que, en fait, elle l'avait écrit parce qu'elle était effarée par ce qui se passait avec la télé-réalité. C'était quelque chose qu'elle ne prend pas du tout et qu'elle trouvait même qui devait vraiment s'arrêter selon elle. Et moi j'ai l'impression qu'elle avait un peu écrit ça comme un cri de révolte. Et c'est pour ça que le livre avait été diversement apprécié. En fait, les gens soit aimaient, soit détestaient. Je pense que c'était un peu ça. Mais je sais pas toi si Max finalement, qui m'en plutôt positif ou pas tant que ça. Déjà plutôt positif, mais moi du coup avec le temps j'ai plutôt une approche plus neutre que toi. Je trouve qu'en général, peut-être que les personnages manquent un petit peu de volume et cet aspect de toujours les avoir aux extrêmes, de ne pas avoir une personne normale, me pose peut-être parfois un peu problème. Chaque fois, vraiment des extrêmes. Et puis peut-être les transitions sont assez rapides et je ne vois pas vraiment de variation entre les deux personnages d'une même histoire, même si les dialogues ont une teinte un peu différente. En général, je trouve que les transitions sont pas si visibles que ça. Et je dirais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de livres qui m'ont vraiment marqué, donc j'en ai quand même lu quelques-uns. Celui-ci, évidemment, m'a peut-être un peu plus marqué parce que c'est quand même un thème assez choquant. Mais pour le reste, je pense que je les lis et puis j'oublie quand même assez rapidement l'histoire derrière. Il y a toujours me corriger, mais il y a toujours une histoire d'amour, non, dans son comme scénario principal de ces livres. Non. Non, d'accord. Non. Si tu prends ni d'Ève ni d'Adam, qui est un peu présenté comme la suite de Stupeur et Tremblement, là c'est clairement une histoire d'amour, c'est son histoire d'amour à elle. Bon, si tu prends Soif, c'est pas une histoire d'amour. Parce que dans Acide sulfurique, c'est quand même donc une histoire effectivement, voilà, avec les camps de concentration, tout ça, mais ça prend corps apparemment dans le cadre d'une histoire d'amour. Moi, qui me faisait rire aussi, Métaphysique des tubes, c'est pas du tout une histoire d'amour, parce que vraiment sa toute jeunesse, mais quand je dis jeunesse, c'est les premières années de sa vie.
qu'elle raconte et disait bah oui au départ en fait elle est un tube donc il avale et ça ressort. En fait c'est ça, être un bébé c'est ça. Moi ça m'a vraiment fait rire, mais il y a je savais qu'il y a des gens qui n'étaient pas sensibles du tout, quoi, qui comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait trouver un livre comme ça. Par contre parce qu'on retrouve quand même souvent je pense la fascination pour un personnage qui n'est pas forcément de l'amour, donc ça peut l'être, mais on retrouve dans Petroni qui était après la nostalgie heureuse, c'est le cas. Barbe Bleue, il y a ça qu'on retrouve aussi. Et en plus qu'on parlait d'autobiographie aussi, je me rappelle qu'elle avait dit aussi c'était Le voyage d'hiver ou une forme de vie. Donc c'est 2009 ou 2010. En fait, il y a dans ce livre-là, il y a un personnage d'autiste. Elle expliquait à l'époque, puisqu'elle quittait un peu cette veine autobiographique à travers ses romans, qu'en fait, même si c'est pas autobiographique, elle avait quand même mis beaucoup d'elle-même dedans, parce que dans ce personnage d'autiste, a priori très très éloigné d'elle, elle se retrouvait quand même dedans parce que, expliquait-elle, le matin, si elle n'a pas bu son thé, elle a des rituels d'écriture, si elle n'a pas bu tout ça avant de commencer à écrire, ben elle peut être très grognon et avoir un peu un comportement d'autiste. Je trouve que c'était intéressant parce que ça expliquait aussi un écrivain n'a pas besoin d'être autobiographique pour mettre beaucoup de soi finalement dans son œuvre. C'est toujours peut-être une manière d'écrire ce qu'on comprend finalement d'un point de vue personnel et donc retrouver en nous ce qui permet d'écrire sur des différentes choses. Et c'est difficile, hein, je pense, d'écrire si on veut transmettre de l'émotion, si on veut y mettre quelque chose, il faut mettre de soi d'une manière ou d'une autre. C'est pas comme si tu écrivais une thèse où là, bah oui, tu restes neutre et complètement en dehors. Là, tu transmets des émotions finalement. Ouais. Le côté de l'impression, de l'expérience, peut-être donc effectivement transformer sous un angle qui parle de façon plus universelle. Et donc, peut-être pour finir avec Noton, le prochain, donc Premier Sang, sort dans quelques jours. Là, évidemment, je prévois de l'acheter. Et donc, c'est régulier, en fait, c'est sorti, c'est vraiment... Oui. Rentrée littéraire de septembre, parfois maintenant c'est plutôt en août qui sort. Systématiquement, il y en a un nouveau. Et c'est intéressant comme vocation, comme discipline, de se dire, voilà, tous les ans, je sors mon livre au mois de septembre. Elle en écrit plus que ça, en fait. C'est simplement, elle sélectionne. Elle en écrit en moyenne, je pense, c'est 3 ou 4 par an. Et après, elle n'en donne qu'un à son éditeur. Il y avait aussi un autre thème intéressant sur l'acide sulfurique, je trouvais, c'était la jalousie des médias envers la fiction. On a une œuvre de fiction, on peut vraiment abuser, toucher à tous les domaines, tandis que les médias sont un petit peu cloisonnés. Et donc, je pense que quand on voit des émissions de télé-réalité, ça vient peut-être d'une sorte de fantasme, une sorte de jalousie, d'essayer d'apporter une partie de cette fiction dont on rêve dans la réalité. Les journalistes ou producteurs qui ne sont pas écrivains, qui souhaiteraient utiliser ce médium-là pour assouvir leurs idées ou leurs fantasmes. Peut-être. C'est peut-être pour ça que ça choque aussi autant un écrivain. Que c'est peut-être le raccourci, finalement, de ce qui détruit l'objet même peut-être du livre, qui serait justement de faire un effort, un détour, pour essayer effectivement de retrouver des choses intimes et partager différemment. Alors que là, effectivement, on irait tout de suite, un peu comme le sucre rapide ou le produit complètement transformé, la barre énergétique, on irait directement voir pour essayer de piquer le sujet peut-être direct intéressant, sans effectivement le reconstruire. Et en fait, quand on fait ça, peut-être que rien ne se passe et qu'on arrive à une forme de limite justement de la narration, où effectivement on arrive à détruire même l'idée de narration. Les téléréalités, du coup, n'ont pas grand-chose à dire, alors qu'elles essayent justement de se focaliser sur ce qui paraît le plus intéressant, qui serait directement, voilà, les gens, comment sont-ils, hop, on les filme, et en fait, on oublie que peut-être rien ne se passe. J'ai trouvé un équivalent à Nagori. Nagori, littéralement, ça veut dire l'empreinte des vagues, et alors il y a un équivalent en portugais qui est saudade, et vraiment la délicieuse nostalgie. C'est beau ça, oui, d'accord. Un terme qu'on n'a pas ici. C'est intéressant ça. Musicalement, c'est magnifique, les saudades portugais, parce que ça a créé comme musique. Oui, de Césaria Évora, notamment. Mais peut-être que cette émotion de nostalgie heureuse, c'est quelque chose effectivement de très puissant dans beaucoup de choses artistiques. Oui, et qui est souvent lié, j'ai l'impression, à l'enfance quand même. Parce que je pense à une autre belge du coup, Marie Guevers, que moi j'ai découvert uniquement grâce à Espace Nord, sinon je pense qu'elle est un peu tombée dans l'oubli. Et elle écrit vraiment très fort sur sa jeunesse dans les campagnes flamandes, donc ça parle uniquement en fait, c'est vraiment côté bucolique aussi de la campagne, et campagne je pense c'est au sud d'Anvers, et donc plutôt l'époque fin 19e, je pense, j'espère ne pas dire de bêtises. C'est quelqu'un qui encore a écrit beaucoup finalement sur sa jeunesse. Si on parlait brièvement de Proust tout à l'heure, c'est aussi très fort lié à la jeunesse. Oui, la nostalgie, pour qu'il y ait nostalgie, il faut quelque chose qui ait disparu. Donc peut-être que la première chose de cette manière-là qui arrive dans la vie de quelqu'un, ça peut être l'enfance. Mais après, il y a aussi... Je sais que chez les Japonais, apparemment, c'est même chaque saison, en fait,
le moment de la disparition des saisons qui crée cette chose-là. Bon, là, on va bientôt arriver pour certains à la fin des vacances, mais cette fin des vacances, ça peut générer ce même sentiment. Les Japonais, oui, quelque chose qui disparaît. Moi, j'ai l'impression que c'est l'arrivée de l'impôt sur les revenus qui est déclencheur de cette nostalgie. Parce qu'avant, tu peux vivre de manière insouciante, mais après, c'est fini. Donc, c'est le résultat de ce qui est arrivé, en fait. Peut-être donc la fin d'un espoir, d'une certaine façon, le retour du réel. En même temps, ça pourrait être le début, justement, de quelque chose d'autre. Donc, la promesse de créer quelque chose de différent, de vivre d'une certaine façon, de façon plus libre, sans devoir, justement, subir un moment en se disant, voilà, on est forcé, peut-être, d'être en vacances. La vie n'est pas que ça. On peut, justement, faire d'autres choses. Ouais, je pense aussi que si, étant donné que la vie suit son cours, qu'on peut retrouver, à mon avis, plusieurs parties de mélancolie, donc dans notre trentaine, dans notre quarantaine, on aura aussi des petits bouts de nostalgie à chaque vie qu'on aura vécu. La partie enfance, étant donné que pour Noton et pour d'autres, ce sont des œuvres qui ont été écrites quand ils avaient peut-être 30, 40, 50 ans. Donc l'enfance, c'est évidemment la première vie, mais je pense qu'arriver à 60, 70 et plus, on a aussi peut-être une mélancolie à 40 ans. Bien sûr. Et puis je me demande aussi si cette impression de nostalgie heureuse, c'est pas aussi lié à la disparition du risque, un petit peu. Donc tous les moments passés, quelque part, quand on les remémore après coup, on les voit avec le filtre du fait qu'on est passé à travers et on a survécu d'une certaine manière. Donc effectivement, vu de loin, ça paraît sympathique parce que il n'y a plus cette espèce de tension du risque quelque part. C'est une belle histoire d'une certaine façon. Alors que quand on vit les événements, là c'est autre chose. Il y a des enjeux, tout peut arriver. Et des fois, moi je me suis fait cette réflexion-là, ou même des moments de ma vie dont je me souviens ne pas avoir forcément vécu de façon très très particulièrement incroyable. Je me suis surpris à avoir une nostalgie pour certaines périodes de cette façon. Et peut-être pour cette question-là, effectivement, ça gagne un espèce de lustre de quelque chose de beaucoup plus paisible que ce qui est vécu dans le feu de l'action. Je me demande aussi si on fantasme pas un peu le passé, parce que la mémoire finalement joue quand même bourre. Ça l'a prouvé scientifiquement aujourd'hui. La mémoire vraiment nous trahit, quoi. On retient finalement que certaines choses et parfois les souvenirs sont transformés. Donc on a parfois l'impression d'une enfance extrêmement heureuse ou je sais pas, des épisodes de vie vraiment marquants. Mais la réalité, est-ce que c'est vraiment celle-là? Je suis pas toujours certain finalement. Ouais. Après, peut-être quelqu'un qui fait de la fiction peut peut-être jouer avec ça justement pour recréer quelque chose. S'il fallait extraire finalement de cette vie vécue quelque chose d'intéressant, peut-être qu'on peut créer quelque chose. C'est apparemment ce que fait Proust aussi. Essayer de faire une espèce de synthèse, de distillation finalement de sa vie pour fabriquer quelque chose, un espèce d'objet un peu mystérieux qui est cette espèce de morceau de temps sur le temps long. C'est vrai qu'on peut jouer avec ça, et en même temps ça a un intérêt peut-être de construire cette espèce de fausse mémoire aussi, parce que ça peut être mal fait ou bien fait, j'imagine. Il y a quelque chose comme un art de raffiner ses souvenirs, peut-être, qui peut être intéressant. Ça peut permettre d'être plus pertinent, de profiter peut-être mieux de la vie, de mieux comprendre les choses, plutôt que d'avoir un côté d'enregistrement automatique ou le fantasme de quelque chose qui serait l'enregistrement épisodique du réel concret, de créer du sens, peut-être aussi dans ce qu'on a vécu. Et ça demande souvent quand même effectivement un regard rétrospectif qui peut prendre du temps, donc peut-être que dans un livre, c'est une occasion de prendre ce temps-là. C'est ce qui me fait dire que même quand on parle par exemple d'autobiographie, on parle en fait d'œuvres de fiction, étant donné que la qualité des souvenirs est assez légère. Peu importe ce qu'on pourrait vraiment raconter, il y aura une part de fiction là-dessus parce qu'on va grossir certains détails. Et d'autres on va complètement oublier. Et même si on était tous dans la même pièce au même moment, il y a des choses qu'on va passer. Donc tout est fiction. Effectivement, mais avec ce côté aussi que ça n'empêche pas la volonté de rechercher la vérité à travers cette fiction-là. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est quand même l'enjeu principal de romans ou d'œuvres de fiction, c'est de trouver quelque chose de vrai à travers la fiction. Ou de plus vrai justement. Comme si on parlait d'émotions, de sensations, d'expériences, mais peut-être justement le fait de vouloir rejouer dans un contexte fictif quelque chose qui nous permet de comprendre ce que c'est, par exemple, une émotion particulière ou un rapport particulier avec quelque chose de rencontré pour mieux le comprendre. Donc ça passe par effectivement un travail particulier de la fiction. Par exemple, Michaud, lui, il était très inquiet de la fiction. Et il essayait justement de se protéger du côté fictif pour essayer de trouver quelque chose de vrai, mais en même temps en fabriquant justement des histoires complètement surréalistes. Des choses où tout peut arriver, mais par une espèce d'inquiétude des méthodes traditionnelles de la fiction.
Quand on raconte une histoire, on dit monsieur machin fait ceci et puis se passe ça, etc., etc. On va pas directement forcément rechercher ce qui peut être important dans l'écriture. Et lui, il avait une manière d'écrire justement qui essaye de casser beaucoup d'habitudes, jusqu'à par exemple l'habitude de faire un texte continu. Donc il y a très très peu de textes qui sont développés sous la forme d'un roman, par exemple. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait écrit un roman. Alors que dans ses lettres, il a très souvent émis le désir de vouloir en faire, mais voilà, ça reste beaucoup de fragments. Mais du coup, voilà, de casser finalement en cassant plein de choses comme ça, essayer de retrouver quelque chose qui soit encore plus vrai. Alors c'est une position d'équilibre très instable entre le roman habituel ou la philosophie par exemple. Mais lui apparemment a toujours suivi cette espèce de ligne très très fragile entre ce qui n'a plus de sens et ce qui est très profond. Et c'est souvent assez fantastique. Oui, il a bien marié ces deux thèmes dans son œuvre Plume, je me souviens. Oui, par il exemple. Une certaine légèreté, mais avec aussi des thèmes assez sérieux. Absolument. Et en fait, il y a toujours, donc dans Plume, c'est un bon exemple, il y a toujours comme si, une forme d'ironie, comme s'il fallait apprendre quelque chose de ce qu'il écrit sans que ce soit forcément explicite. Donc lui-même peut-être joue aussi un petit peu avec ça et se laisse un peu justement impressionner par des évocations qu'il écrit. Il y a toujours quelque chose de comme un mystère qui arrive. C'est fascinant. Oui. Moi, je crois que la partie préférée dans ce que j'ai pu lire de lui pour l'instant, c'est un petit texte qui s'appelle Mes propriétés. Il fait plusieurs pages. C'est un texte qui est vraiment incroyable sur le fait de pouvoir mettre des mots sur quelque chose de complètement abstrait. Et là, pour le coup, on voit bien qu'il essaie de faire, c'est que c'est vraiment une description, peut-être justement autobiographique, de la volonté d'écrire un texte artistique. Et donc, ses propriétés, c'est le fait d'avoir donc il explique voilà, concrètement, finalement, comment ça se passe dans sa tête, d'une certaine façon. En disant, dans mes propriétés, tout est plat, rien ne bouge. Et s'il y a une forme ici ou là, d'où vient donc la lumière? Nulle ombre. Parfois, quand j'ai le temps, j'observe, retenant ma respiration, à l'affût. Et si je vois quelque chose émerger, je pars comme une balle et saute sur les lieux, mais la tête, car c'est le plus souvent une tête, rentre dans le marais. Je puise vivement, c'est de la boue tout à fait ordinaire ou du sable. Et pendant plusieurs pages, en fait, il commence à décrire un espèce de monde plus ou moins malléable, un peu comme un environnement magique, où lui essaye de faire apparaître des choses et puis de construire des domaines, des objets, tout un tas de choses, avec souvent l'échec. Lui explique que voilà, la plupart des auteurs, eux, arrivent tout d'un coup à se dire je veux, par exemple, une berline, une superbe voiture dans mes propriétés, et pouf, cette voiture apparaît, ou une maison incroyable. Et lui n'a pas cette science-là, et donc il décrit à chaque fois le regret de ne pas réussir à avoir plus que très souvent des structures qui se désagrègent, mais ça reste son domaine à lui, et donc ça reste l'endroit où il peut essayer de fabriquer quelque chose de volontaire. Donc c'est une allégorie assez incroyable de l'écriture. Oui, c'est le surréalisme à la belge. Il y a de ça aussi, oui, c'est intéressant pour lui qui essaie justement de se distancier de sa culture belge. Je pense qu'on retrouve tout à fait du surréalisme, même si je crois avoir lu quelque part qu'il essayait quand même de pas s'affilier à ce genre de mouvement pour essayer de trouver son propre chemin. Il n'y a pas, alors c'est peut-être lié aussi au surréalisme en Belgique aussi, mais il n'y a pas par exemple tout le côté psychologique du surréalisme français par exemple. Et d'André Breton et tout ça. Donc lui, il a même refusé de faire partie d'une anthologie du surréalisme parce que justement, il trouvait pas la même motivation à écrire. C'est plus une quête personnelle, un peu mystique d'ailleurs. En fait, c'est intéressant parce qu'il a eu une sorte de révélation mystique jeune et il a voulu rentrer dans les ordres. Et son père l'en a empêché. Et toute sa vie, il a eu une sorte de boulimie de lecture philosophique, mais intéressé par la volonté de vouloir comprendre un rapport avec ce qu'on trouve dans certains textes religieux, en fait. Quelque chose d'un au-delà, mais avec un regard qui est quand même extrêmement concret, extrêmement ironique sur les choses. Mais par exemple, il a écrit des textes incroyables sur la religion en Inde ou en Chine, qui sont vraiment chouettes. Merci Clément, merci Thibaut. Et voilà qui termine le deuxième épisode de Cult. À la prochaine.